Bonjour à tous, bonjour à toutes pour cette nouvelle vidéo sur l'épidémie de coronavirus en Colombie. J'ai déjà traité un certain nombre de sujets dans les deux premières vidéos que je ne retraiterai pas cette fois-ci. J'essaierai de me concentrer surtout sur l'épidémie elle-même et je commencerai par les facteurs de risque de la Colombie. Tout d'abord des facteurs positifs. Premier atout, c'est que des mesures efficaces et précoces ont été prises. Je les ai détaillées dans les premières vidéos. La population de la Colombie est plutôt jeune, environ 2 fois moins de personnes de plus de 60 ans qu'en France, mais 2 fois plus que dans la plupart des pays africains. On se situe ici dans une population qui est entre les deux, sachant que le facteur de risque le plus important pour la mortalité, c'est l'âge. La population est assez rurale. Le deuxième facteur de risque étant la densité de population, c'est évidemment un avantage. Le respect des règles préventives et de distanciation est plutôt bien respecté en Colombie. Bon, voici un exemple un peu anecdotique, mais c'est pour vous montrer que c'est quand même sérieux. J'ai été faire mon contrôle technique de la moto, donc on arrive dans le centre de contrôle technique au premier comptoir, eh bien on se fait déjà nettoyer les mains avec un petit vaporisateur et prendre la température. Ensuite, on passe au lavabo, vous voyez qu'on active le savon avec les pieds et l'eau avec les pieds. Donc on se lave les mains, on passe une sorte de cabine de douche dans laquelle on est aspergé de produits certainement virucides. La moto elle-même va être mise en appui avec un petit tapis au sol. Les roues vont être désinfectées, ensuite toute la moto va être désinfectée avant de rentrer dans l'atelier. Dans la salle d'attente, il y a des sièges interdits pour respecter les distances entre les clients. Et le comptoir qui est entièrement protégé par du film plastique et on passe ainsi l'argent et les cartes juste en ouvrant légèrement la porte. Et toutes les cartes et tous les billets de banque, etc. sont vaporisés de produits désinfectants. Alors pour terminer, on a une gestion efficace des aides alimentaires et financières à la population. On le voit puisque les émeutes de la faim dans les grands magasins n'ont pas reprise. On peut imaginer que ces aides sont plutôt efficaces, même si ce n'est pas évidemment à 100%. J'en ai déjà parlé dans les premières vidéos. La politique uribiste du gouvernement Duque, qui est un gouvernement populiste d'extrême droite, donc qui ressemblerait à celui de Trump ou de Bolsonaro, est modérée par la mairie de Bogota, de centre-gauche et sûrement future candidate aux élections présidentielles. La tentation d'ouvrir l'économie du pays est modulée par la prudence, on va dire, de la mairesse de gauche. Enfin, la surveillance épidémiologique est excellente. On a de très bonnes universités. On a un suivi de l'épidémie qui est très précis et qui est accessible aux citoyens. Voici des exemples de ce que l'on peut trouver directement sur Internet. Voilà une carte de Bogota avec quartier par quartier le nombre de victimes de l'épidémie, de positifs. On remarque évidemment que ce sont les quartiers les plus pauvres, les plus touchés, qui sont aussi bien sûr les plus denses. On a aussi un suivi de l'occupation des lits de soins intensifs, qui est une donnée extrêmement importante, qui est un facteur de risque pour la mortalité. On est à peu près à 90% depuis plusieurs semaines d'occupation des lits. Le nombre de cas augmente, mais le nombre de lits augmente avec l'arrivée au fur et à mesure des appareils. C'est une course contre la montre et on reste à peu près à 90%. C'est quand même extrêmement risqué, mais ça tient. Donc là, on voit une carte, par exemple, précise de chaque hôpital avec le nombre de lits et son occupation. Donc là, c'est pour un petit peu l'anecdote. Je vous montre quelques consoles qui ressemblent à des consoles de jeux vidéo ou des consoles de Boeing 747. Très beau, il y a de très belles animations de courbes, etc. Passons au plus sérieux. L'Institut national de la santé donne des statistiques quotidiennes de l'épidémie extrêmement précises. Ici, vous voyez où on en est. Donc, on a dépassé 10 000 morts dans le pays avec un nombre de cas aujourd'hui de 295 décès. Vous voyez que c'est un petit peu
plus compliqué, les décès sont reportés avec quelques jours d'écart avec le moment du décès. Donc par exemple, vous voyez que là, plus de la moitié sont des décès qui dataient d'avant le jour de l'annonce. Bien sûr, il y aura des décès qui vont être reportés les jours suivants sur ce jour-là. Donc en gros, on est situé à environ 250 décès par jour actuellement, en forte augmentation, hein, on est en pleine épidémie. Ensuite, un petit graphe pour voir la situation très hétérogène du pays avec le nombre de cas par département, le nombre de décès par département. Vous voyez que Bogota est loin devant les autres, mais c'est aussi le département le plus peuplé, suivi par les départements des grandes villes colombiennes. Donc Medellín en très forte augmentation, on a à peu près la moitié du nombre de cas de mortalité de Bogota. Barranquilla qui a été très touché par l'épidémie, et enfin Cali qui est un peu moins touché, mais qui est aussi en augmentation, on le verra ensuite. Ici, vous avez le nombre de ce que vous appelez les clusters en France, c'est-à-dire les conglomerados. Ici, on traduit les mots anglais, on préserve notre langue. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'effectivement, c'est là où il y a le plus de cas qu'il y a le plus de concentration, et que ces concentrations sont liées surtout au milieu hospitalier, suivi par le milieu des entreprises, ce qui fait réfléchir à l'idée d'ouverture économique. Enfin ici, le suivi du nombre de tests, on est à peu près à 35 000 tests par jour. C'est une puissance qui va en augmentant, qui a été légèrement rattrapée il y a quelque temps par le nombre de cas, mais qui de nouveau augmente pour essayer de garder évidemment une marge, parce que en dépassant plus de 10%, on sait qu'on va passer à côté de nombreux cas positifs. Et enfin, un document que j'utilise beaucoup, c'est El Tiempo, pour suivre l'épidémie sous forme de graphe, parce que pour savoir où on en est, les chiffres du jour ne donnent qu'une faible idée de l'avancée de l'épidémie. Maintenant, les difficultés de la Colombie face à l'épidémie, bien tout d'abord, évidemment, c'est le système de santé extrêmement déficient en soins hospitaliers. Les grandes villes sont bien sûr équipées de soins hospitaliers privés, de cliniques privées qui sont de la gamme du niveau européen, mais le système public et en particulier rural est composé d'hôpitaux de campagne, on va dire, qui sont en difficulté face à ce genre de maladie. Le nombre de lits en soins intensifs, grâce au succès du confinement, a permis d'être augmenté. Il est dans une capacité qui arrive peu à peu à être correcte, mais c'est encore difficile. Alors pour vous donner des exemples un petit peu anecdotiques de la déficience du système hospitalier, eh bien par exemple on a régulièrement des erreurs entre les corps des victimes, et donc leurs familles reçoivent des corps de victimes qui ne leur appartiennent pas, et parfois même des corps de victimes alors que la personne de la famille n'est pas encore décédée, ce qui est assez dramatique. Un autre point particulièrement emblématique, c'est la collaboration possible avec des médecins cubains. Donc ici c'est extrêmement mal vu, c'est un pays de droite où le communisme est assimilé à la guérilla, donc appeler des médecins cubains fait polémique, mais pourtant c'est ce qu'ont décidé de faire les villes comme Cali ou Medellín, qui sentent qu'il pourrait manquer de personnel médical. Le système de santé est privatisé majoritairement en Colombie au niveau de l'assurance, et donc ça provoque de très grosses difficultés. L'argent est régulièrement dérobé par les assurances, les prestations ne sont pas fournies, et en particulier l'accès aux soins pour les populations les plus défavorisées est extrêmement problématique. La population à risque au niveau de la santé est assez élevée. D'abord, il y a une population pauvre très importante. Le taux de pauvreté est d'environ 50% en Colombie. L'obésité est plus importante que dans certains pays. La mauvaise santé de la population, en particulier, elle est soumise à d'autres épidémies comme le dengue, par exemple, ou le paludisme, qui affaiblit la population. Donc il y a une population à risque qui est quand même élevée. Alors j'ai déjà parlé dans les dernières vidéos de la faible importance que l'on donne au Covid en Colombie, qui peut poser des problèmes puisque les gens vont trop tard à l'hôpital ou n'y vont pas du tout. Pour finir avec les difficultés de la Colombie, eh bien on a des comportements à risque, en particulier par des fêtes privées qui sont facteurs de contamination. Les mesures précoces l'ont été un peu trop, du coup la Colombie va être obligée de déconfiner au niveau économique,
alors que l'épidémie va être en plein pic. La faiblesse économique de la Colombie est aussi un problème, avec en particulier un effet sur le chômage dont j'ai déjà parlé. La fiabilité de l'information pose aussi problème. On a vraiment une disjonction entre l'information que l'on a sur les tests, sur le nombre de morts, et puis les témoignages qui montrent que beaucoup de gens ont des difficultés à se faire tester, ne sont pas du tout testés, meurent à la maison de quelque chose de semblable au coronavirus, mais on ne les a pas testés, donc on ne sait pas s'ils sont recomptés par la suite. C'est un petit peu un problème. Et enfin, les frontières. Alors, avec le Brésil, le Panama et l'Équateur, où l'épidémie a été assez forte, donc tout le tour de la Colombie, et puis carrément l'entrée des migrants vénézuéliens qui pose un gros problème de santé publique depuis plus de 2 ans, donc avec l'épidémie, ça ne s'est pas arrangé. Alors j'aimerais essayer d'évaluer un petit peu l'importance de l'épidémie dans le pays. Pour cela, il faut le comparer avec d'autres pays. Je vais vous donner des chiffres pour vous expliquer un petit peu comment comparer les pays entre eux. J'utilise ici le taux de mortalité pour 100 000 habitants, c'est un choix. On pourrait aussi regarder d'autres chiffres que celui-là, mais je trouve qu'il est assez marquant pour comparer l'importance de l'épidémie. Alors tout d'abord, ne pas faire l'erreur. Vous voyez que par pays, on a à peu près 45 morts pour 100 000 habitants en France et aux États-Unis et 85 en Belgique, qui est le pays où le taux de mortalité est le plus grand. On aurait l'impression de pouvoir classer ainsi les pays, mais il n'en est rien parce que là, on compare des choses qui ne sont pas comparables. La France n'est pas comparable aux USA, mais à un seul des États des USA. Les USA sont plutôt comparables à l'Europe et la Belgique n'est même pas comparable à la France, elle est plutôt comparable à une région française comme par exemple l'Île-de-France que je prends ensuite en exemple. Donc ici vous voyez qu'on va comparer des choses qui se ressemblent, qui ont une taille à peu près du même ordre. Par exemple New York, 20 millions d'habitants, 32 000 morts, cela donne un taux de 166 pour 100 000 habitants. Ce qui est important, c'est qu'à New York, comme en Belgique, comme en Île-de-France, l'épidémie est terminée. Vous voyez qu'aux États-Unis, les États qui ont terminé l'épidémie ont des taux qui oscillent entre 100 et 170 décès pour 100 000 habitants. Par contre, les États qui sont en pleine épidémie actuellement, eh bien, ils ont des taux de 25 parce qu'ils n'ont pas terminé leur épidémie. Donc on ne peut pas comparer tout et n'importe quoi de cette façon-là. La Belgique, qui est à peu près du même ordre de taille, la Belgique est à 85, New York 166 et la région Île-de-France à 62. Donc ça la montre un petit peu l'importance de l'épidémie dans ces populations-là et peut-être la gestion des risques. Bogota, avec le taux de Paris, cela donnerait à peu près 5 000 morts. Avec le taux de New York à la fin de l'épidémie, ça donnerait 14 000 morts. Donc on a ici une fourchette à laquelle on peut s'attendre. Actuellement, la Colombie est environ à 10 000 morts, cela représente à peu près 20 décès pour 100 000 habitants. Donc vous voyez qu'on est dans des taux qui ressemblent aux taux des États des États-Unis les plus faibles, mais exactement dans la même situation, avec une épidémie qui est en train d'exploser. On peut à peu près se comparer à ces États-là. À Bogota, donc 2500 cas, c'est là où il y a le plus de morts, mais cela donne un taux de 33 pour 100 000, et on est en pleine épidémie aussi. Donc cela va fortement augmenter. À Barranquilla, on trouve le taux le plus grave de l'épidémie en Colombie, de 125 pour 100 000 habitants. C'est à peu près le même taux que la région de Barranquilla, qui est autour de 100 pour 100 000 habitants. Donc là, l'épidémie a beaucoup avancé, elle est en avance par rapport aux autres. Est-ce qu'elle est terminée? C'est la question que l'on traitera par la suite, c'est un petit peu compliqué. Toujours pour donner une importance correcte à l'épidémie, on le compare avec d'autres maladies ou d'autres causes de décès. Vous voyez qu'en quelques mois, le Covid a fait à peu près la même quantité de morts que toutes les maladies respiratoires dans une année, 2 fois plus que le cancer du poumon par exemple. Et vous voyez ici l'incidence du Covid comparée à l'incidence du chikungunya pour se donner une autre mesure d'une épidémie qui se transmettait par les moustiques. Donc, quand même un petit peu différente. Vous voyez qu'on est à peu près à 600 pour 100 000 habitants d'incidence actuelle du Covid. On a été jusqu'à plus du double dans une année du chikungunya. Et au niveau du nombre de décès, eh bien vous voyez que les décès en quelques mois de Covid sont comparables à l'ensemble des homicides en Colombie qui sont très élevés
puisqu'on est à plus de 10 000 homicides par an. Cette épidémie est beaucoup plus importante que les accidents de voiture, que les suicides, etc. Donc ça montre quand même que cette épidémie va toucher fortement la Colombie. Pour entrer dans le détail de la situation colombienne, la première remarque, c'est que le pays est assez hétérogène. Il y a des zones vertes ici qui sont en train de diminuer peu à peu, qui n'ont pratiquement pas été touchées par l'épidémie, et puis des zones rouges extrêmement touchées. Les zones rouges deviennent un peu orange ou jaune, et les zones vertes deviennent un peu jaunes. Donc voilà l'évolution dans le pays. Ceci dit, les zones vertes sont des zones de faible densité, donc ne représentent pas la même population que les zones rouges. Voilà l'exemple d'une zone qui est en train de terminer son épidémie. Elle a passé le pic. Je vous mets ici les courbes, l'évolution du nombre de positifs en haut, l'évolution du nombre de décès en bas. Donc vous voyez qu'ici, dans la deuxième partie du mois de mai, la courbe se casse, donc l'épidémie régresse. Mais vous voyez aussi qu'elle termine par un très long plateau avec un taux de décès et un taux de positifs qui reste à peu près identique par jour depuis très longtemps. Ça n'arrive pas à redescendre en dessous d'une certaine circulation du virus. Donc ça, c'est le cas de Leticia qui se trouve dans le sud de la Colombie, en Amazonie. Ensuite, on va regarder les 4 grandes villes de Colombie qui touchent donc le plus grand nombre de populations. Ici, vous voyez Cali et Medellín. Donc Cali qui a commencé son épidémie avec un confinement qui n'a pas très bien marché et qui est en forte augmentation actuellement avec le déconfinement. Medellín qui lui a bien réussi son confinement. On voit que la courbe est restée très plate. C'était un exemplaire en Colombie. Mais hélas, on a l'impression que la courbe rattrape la courbe de Cali. Vous voyez, en nombre de cas. En nombre de morts, elle est encore très en retard, mais je vous ai fait un petit parallélogramme qui vous montre que la tendance à l'augmentation est exactement la même dans les deux cas, même si Medellín a du retard en nombre de morts. Donc là, une situation qui va en s'aggravant. Bogota enfin, alors là, une des villes les plus touchées en quantité. La courbe a acquis une droite. L'augmentation est forte et constante du nombre de cas et du nombre de décès. On est en plein milieu de la partie croissante du pic de l'épidémie. Vous allez voir juste après jusqu'où on pense aller. Barranquilla est un cas très particulier. Là, il n'y a pas vraiment de corrélation entre la courbe du nombre de cas et la courbe du nombre de décès. Vous voyez que la courbe du nombre de cas est un peu étrange. On a eu une forte augmentation ces derniers jours et puis de nouveau la même pente qu'elle était auparavant. Donc on a l'impression que l'épidémie suit à peu près, avec un petit rebond, mais suit à peu près la même augmentation. Par contre, le nombre de décès, lui, a cassé la courbe. Donc c'est un petit peu étrange. On ne sait pas trop ce qui se passe à Barranquilla. On a un maire qui veut absolument déconfiner. Les chiffres me paraissent bizarres, donc je ne saurais pas dire si cette épidémie est en train de régresser en fonction du nombre de décès ou continue en fonction du nombre de cas. Alors voilà les modélisations que l'on fait pour Bogota. Ça intéresse beaucoup de gens parce que ça représente plus ou moins la majorité de ce qui se passe dans ce pays. Donc on fait des modélisations de ce style-là, avec ce genre de courbe. Une modélisation qui change au fur et à mesure des chiffres, vous voyez. Donc voilà où on en est actuellement. Le pic, on est à la moitié de la partie ascendante du pic. On voit que le nombre de morts prévus était beaucoup plus grand que le nombre de victimes réelles. Il y a un décalage avec les courbes, donc ça c'est bien, ça veut dire que le confinement a marché mieux qu'il a été prévu. Vous voyez aussi que le haut de la courbe est prévu pour le 31 août 1er septembre 2020, et à partir de là on pourra commencer à observer une diminution du nombre de cas par jour. Donc selon cette projection, quand on projetait 4000 cas, on en est à 2006. On projette au 31 août 8000 morts, donc on en sera à peu près à 5200 morts si on suit le même écart. Ces courbes sont des modélisations avec des grandes marges d'erreur possibles.
Alors après ce panorama extrêmement détaillé, il faut parler des dernières orientations de la politique de prévention de l'épidémie. Il y a quelques jours, le président Douquet a annoncé le prolongement de l'isolement préventif. De quoi s'agit-il? En fait, on est en déconfinement depuis un long moment. Il va prolonger les mêmes mesures de déconfinement partiel. À peu près toutes les activités sont autorisées selon le département. Pour le département où le virus a une faible activité, l'autorisation sera donnée aux restaurants, aux hôtels, avec service à table, etc., de reprendre leur activité normale et tout le reste du commerce, excepté les lieux de concentration, donc les fêtes et les discothèques et les bars. Pour les lieux où l'épidémie est encore active ou fortement active, eh bien on en reste là où on est. Les restaurants et les bars ne reprennent pas l'activité, mais tout le reste reprend. Donc ça veut dire qu'on est pratiquement déconfiné. Il ne reste que quelques activités où les regroupements sont importants. Pour ce qui est des transports aériens, la Colombie reste isolée. Elle n'a pas repris ses transports internationaux. Elle va en septembre faire des systèmes pilotes sur les vols humanitaires avec les différents pays, réservés aux ressortissants ou aux résidents. Ensuite, en octobre, elle va essayer de reprendre les vols pour affaires ou les questions de commerce. Et enfin, en novembre, elle va reprendre les vols pour le tourisme. Donc, on est encore très loin de l'ouverture aérienne à l'international. Pour ce qui est du transport aérien interne, ils sont extrêmement limités pour quelques vols par jour entre quelques villes qui sont peu contaminées. Bogota est bien sûr totalement fermé encore à ce transport interne. Pour ce qui est du transport routier, eh bien, il est réservé à toutes les exceptions liées aux activités économiques. On n'a pas le droit pratiquement de prendre la route. Je l'ai pris hier, il n'y a pratiquement que des camions sur la route et quelques petites lignes de bus, mais très rares. Pour ce qui est des écoles et des universités, elles ont repris en mode virtuel le 1er août. Les lycées bilingues, donc les lycées un petit peu de classe élevée, ont pour la plupart décidé de reprendre en virtuel. Il est évident que l'épidémie ayant son pic le 1er septembre, et maintenant avec des nouvelles données sur la contamination des enfants, en particulier le fait que les enfants peuvent être contaminants, d'une part, ce que l'on pensait au début, puis qu'on n'en pensait plus au milieu, et que maintenant on se rend compte avec les mesures de taux de virus que c'est important. Et puis on se rend compte aussi que les enfants qui sont surtout asymptomatiques, eh bien, révèlent pour un certain nombre d'entre eux des séquelles pulmonaires et autres. Donc je ne pense pas qu'on va réouvrir vraiment les écoles avant un petit moment si tout cela se confirme. Donc pour l'activité, eh bien, je suis sorti de Bogota hier pour des raisons de papier. Les embouteillages du sud, c'est exactement les mêmes que pendant l'activité normale. J'ai mis 2 heures pour faire 5 km dans le sud de Bogota hier. On est très loin d'un confinement. Il ne reste surtout que les mesures préventives du masque qui est assez bien porté par tout le monde et des distanciations sociales. Je pense que nous sommes très loin d'un confinement en Colombie actuellement et on est en pleine épidémie. C'est très inquiétant pour la suite du développement de cette épidémie. Alors je terminerai sur quand même un point positif pour la Colombie parce que ces vidéos sont assez déprimantes. On est effectivement en plein pic, mais il y a eu quand même quelques effets, en particulier du confinement, quelques effets positifs. En voilà un, c'est l'effet sur la pollution à Bogota. Voilà la carte de la pollution avec la carte des microparticules, la carte de l'ozone. Vous voyez, très très faible. Par exemple, on a pu voir pour une des premières fois les Nevados depuis Bogota. On a un ciel très clair auquel on n'est pas habitué. En particulier en 2019, on a eu 3 pics de pollution qu'on n'avait jamais observés auparavant qui ont amené la ville à se fermer complètement de la circulation automobile. Voilà, donc eh bien ça fait plaisir de pouvoir respirer un peu. Ça a entraîné évidemment 2 choses, un nombre d'accidents beaucoup moins grand, donc une mortalité des accidents moins grand, et un nombre de maladies respiratoires beaucoup moins grand aussi, ce qui est heureux parce que ça libère des lits pour le Covid. Pour la prochaine vidéo, je vous referai un point beaucoup moins détaillé sur l'importance de l'épidémie en Colombie
Et je détaillerai par contre l'importance du problème de la violence qui a explosé en Colombie, c'est le cas de le dire. Ici, voilà un dernier attentat au puits de pétrole, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des vagues d'attentats, etc. C'est en train de repartir, c'est très inquiétant, j'essaierai de faire un point là-dessus. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.